Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Art de ta puissance qui sera un petit peu différent. Je vais démarrer à partir de cette fin de mois de mars une nouvelle manière d'interviewer, en tout cas d'avoir des personnes avec qui j'interviens sur des sujets qui sont pour moi très importants dans l'entrepreneuriat, et j'avais envie de le faire de manière un peu plus conversationnelle. Donc c'est pour ça que cette conversation aujourd'hui s'appelle Conversation avec Anaïs Lebrec. Et à chaque fois je vais choisir donc des intervenants avec qui j'ai des conversations en fait dans la vie de tous les jours qui me semblent juste passionnantes, et que à chaque fois je me dis mais c'est tellement bête qu'on soit pas en train de l'enregistrer pour justement le partager à plus grand nombre. Et donc de là est née l'idée de ces podcasts conversationnels que j'ai proposé à mon amie et mentor Anaïs Lebrec sur un sujet hyper brûlant, comme vous l'avez vu en description, qui est le sujet de l'argent. Je me disais que dans un premier temps, on pourrait prendre un temps pour te présenter encore, si c'est nécessaire. Parce que peut-être que vous avez déjà vu Anaïs Lebrec déjà sur ses propres réseaux, mais aussi dans l'Art de ta puissance. Ça doit être le 4e podcast, je crois, qu'on enregistre aujourd'hui ensemble. Et donc voilà, je te laisse te présenter. Bonjour à toutes et à tous, donc moi je suis Anaïs Lebrec, je suis accompagnante pour entrepreneurs déjà avancés, donc des personnes qui génèrent entre au moins 5K par mois, et voilà, je les accompagne à développer davantage leur activité avec un gros focus sur la relation à l'argent, parce que pour moi c'est vraiment la clé, la psychologie de l'argent, dans ce qu'on s'autorise à recevoir et ce qu'on s'autorise aussi à garder. Parce qu'un constat que j'ai beaucoup observé pendant mes 6-7 dernières années d'entrepreneuriat, c'est qu'il y a certains entrepreneurs qui ont une très belle réussite, mais qui sont incapables de conserver l'argent qu'ils ont généré. Et donc, il y a une forme c'est pas d'inutilité de faire son business, mais à un moment, on fait son activité aussi pour être libre financièrement. Et donc voilà, moi je transmets vraiment des enseignements dans l'idée de ce qu'on construit, on le construit pour le moyen terme et le long terme, et pas que dans une vision court-termiste. Yes. Il y aura peut-être mon chat, parce qu'on est chez moi, à Cap-Breton, et j'ai un chat blanc. Donc là, je sais pas si vous l'avez entendu, il est arrivé en miaulant. Donc apparemment, il est content qu'on enregistre cet épisode autour de l'argent. Peut-être... Merci Waka. Peut-être qu'on peut prendre un temps déjà aussi pour partager un peu nos propres histoires avec l'argent. Parce que je pense que ça peut aussi donner des perspectives en fonction d'où on vient, aussi du chemin qu'on a pu parcourir, et aussi des prises de conscience qu'on peut avoir sur l'argent. Donc moi, je viens d'une famille, du côté de mon père, de la grande bourgeoisie, enfin en tout cas de grande bourgeoisie française, où l'argent n'a jamais été trop un sujet jusqu'à mon père, puisqu'il a décidé d'être artiste. Un artiste très talentueux d'autre part, mais qui n'a pas voulu rentrer dans le jeu de la fame, des concours, etc. Il n'est pas passé par les beaux-arts, et donc du coup qui a aussi toujours eu une relation à l'argent très justement, je dépense tout ce que j'ai. Et moi j'ai un peu grandi dans ça, du côté de mon père, du côté de ma mère aussi, avec beaucoup de sentiments de manque. C'est ça qui a forgé aussi le regard que j'ai pu avoir sur l'argent, et aussi le travail que j'ai eu à faire par la suite. Merci. Mais je pense que c'est très important en tout cas de se rendre compte que dans la psychologie de l'argent, on peut apprendre plein de choses, on peut lire plein de choses, et que avant de commencer le travail, l'essentiel de ce qui vous programme, c'est en effet en général lié à l'éducation, donc qui peut venir des parents, mais des grands-parents, etc. Moi, j'ai grandi dans une famille, donc du côté de mon père, c'est probablement l'exact inverse de Cécilia, c'est une famille très 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 pauvre, pas du tout propriétaire, c'était des personnes qui louaient des fermes, qu'ils exploitaient eux-mêmes pour nourrir leur propre famille, donc une très grande précarité, l'accès à des choses de base comme des sanitaires, une salle de bain très tard, je crois que mon père était déjà majeur. Et du côté de ma mère, une famille relativement précaire aussi, mais qui était plus... mon grand-père était plutôt ouvrier. Et ma grand-mère a jamais... elle faisait des petits jobs, donc elle n'a jamais eu vraiment un job stable. Du coup, voilà, 2 familles qui partent vraiment de zéro.
Et dans l'énergie de mon père, par contre, c'était l'aîné de sa famille, c'est l'aîné de sa famille, et du coup, quelqu'un qui avait vraiment, je sais pas si c'était la responsabilité pour sa famille ou une pression inconsciente, en tout cas, mais de s'en sortir et de transcender cette forme de pauvreté et de précarité. Et donc très jeune, ce que j'ai compris ces dernières années en lui posant aussi des questions, très jeune, il y avait une forme de débrouillardise, c'est-à-dire qu'ils élevaient, à 10-12 ans, ils élevaient des lapins dans le jardin avec ses frères, puis ils les revendaient à un boucher plus connu en ville, etc. Donc il y avait déjà un petit commerce pour se faire de l'argent de poche assez jeune, qui les a tous les trois après amenés à développer des professions dans le commerce en fait. Donc du coup, aucun sujet avec la vente, très jeune des apprentissages avec le fait de fixer le prix, le fait de renégocier le prix, parce qu'à un moment ils se sont rendus compte qu'ils vendaient pas assez cher le prix des lapins, etc. Donc des expériences très jeunes en fait qui je pense confrontent à recevoir de l'argent, vendre à la juste valeur, etc. Et puis après du coup dans cette famille-là, mon père et ses trois frères, et ses deux frères, ses trois frères du coup, complètement ok avec l'argent puisque c'est trois personnes qui font du commerce en fait. Donc il n'y a pas de sujet de tabou de l'argent c'est mal. C'était des personnes dont c'est le métier de vendre, acheter, revendre et de proposer des services aux gens. Donc c'est vraiment une vision de je vends quelque chose, quel que soit ce que ça peut être, je vends quelque chose qui est utile, je vends quelque chose qui rend un service à quelqu'un. Voilà, donc ça peut être vendre des jouets, vendre des vêtements, vendre de la nourriture, vendre des services d'accompagnement, peu importe ce que c'était, mais pour eux, il y a vraiment cette notion de rendre service. Et je pense que ça, dans la relation à l'argent, quand on est entrepreneur, c'est fondamental de comprendre que ça doit d'abord venir d'un élan vocationnel de je rends service et je suis convaincue que le service que je rends, il fait sens et il simplifie la vie de la personne en face de moi. Yes. C'est quand le moment où tu t'es dit, toi, en tant que coach, il y a vraiment un sujet autour de l'argent, on a besoin d'en discuter un peu plus. Et peut-être aussi, est-ce que tu le vois lié justement à ta propre histoire ? Oui, alors je pense que c'est notamment lié à une amie. Donc peut-être pour finaliser, en fait... moi, c'est vrai que je suis venue dans l'entrepreneuriat avec une relation à l'argent peut-être différente de ce que d'autres gens peuvent avoir. Notamment, c'est Cécilia qui m'a dit ça, qui m'a dit « Non mais Anaïs, t'as pas une relation à l'argent comme tout le monde parce que t'es pas partie du même endroit. » Dans la continuité de cette éducation neutre, sans aucune critique sur l'argent ou les gens riches que j'ai pu avoir de la part notamment de mon père, il y a aussi l'invitation à être vraiment responsable financièrement extrêmement jeune. Donc, c'est pas une option dans la famille, c'est-à-dire qu'en fait, si tu grandis et qu'on t'élève, c'est pour que tu acquières les bases pour devenir responsable financièrement, parce que c'est le principe de la vie sur Terre encore 3D en 2026. On a tous besoin d'être responsable financièrement. Et ça fait partie d'un deal de chacun dans l'équilibre familial est responsable financièrement et il n'y aura pas quelqu'un qui devra s'occuper d'un autre en mode victime bourreau sauveur ou en mode je dois travailler pour 2 ou pour 3. Donc, moi, j'ai fait des études qui m'ont amené très rapidement à me dire « Ok, moi, j'ai envie de faire certaines choses, intellectuellement, j'ai besoin d'être nourrie, mais par contre, j'ai besoin d'un travail qui me rémunère très bien. » Donc, j'ai choisi d'être avocate d'affaires. Alors, ça avait ses inconvénients dans le sens où rémunérer très bien, ramener au taux horaire, c'est quand même un peu une blague dans le sens où c'est assez mal payé au taux horaire, mais c'était des revenus qui, en sortie d'école, Bac+8 quand même, sont relativement bien payés et dépassent très, très, très largement le SMIC. Donc bien sûr que quand moi j'ai arrêté ma carrière d'avocat et que j'ai débuté dans l'entrepreneuriat, en fait mon objectif c'était si possible de maintenir mon salaire d'avocate. Et donc bien sûr ça va pas. Il y a des gens ils disent le premier mois j'ai fait 2 000 €. Bon moi le premier mois j'ai fait 5 000 € parce que c'était mon objectif, ok. Donc ça c'est aussi pour se dire les curseurs qu'on veut et qu'on se met sont pas toujours les mêmes et que ça dépend de si on a commencé peut-être sa vie comme j'aurais pu commencer comme vendeuse dans une boutique de vêtements. C'est pas le même salaire, c'est pas non plus les mêmes études, tout ça. Et c'est ok parce que je pense qu'en tant que vendeuse on peut très vite bien monter, avoir plein de bonus, etc. Donc voilà. Et du coup quand moi je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, j'avais déjà un peu ces hauts standards tout en voulant maintenir quand même un style de vie aligné, respecter vraiment mon énergie, ma vitalité, etc. Et j'ai une autre amie qui s'est lancée en même temps que moi
Et j'ai observé que quand on se lançait ensemble ou qu'on organisait des choses ensemble, elle, tous les clients qui venaient de sa part demandaient des rabais, elle donnait des rabais à toutes les personnes qui demandaient. Donc ça veut dire que, en fait, elle a accepté de baisser son prix et sa valeur, quitte à ce que ce soit presque pas rentable, en fait, ce qu'elle faisait. Ou aussi d'autres personnes que je rencontrais qui pouvaient générer 10 000 € très vite en année 2 d'entrepreneuriat, en 3 semaines. Mais par contre, 2 mois après, ils n'avaient plus rien. Sans payer de loyer, parce que c'était des personnes qui ne payaient pas de loyer. Et ça, c'était une grande énigme pour moi. Je me disais, comment on peut faire pour générer 10 000 €, avoir très peu de frais quotidiens, et 2 mois après, ne plus rien avoir. Et donc, c'est notamment à ce moment-là que j'ai commencé à questionner et réfléchir et en parler avec d'autres amis de qu'est-ce qui faisait qu'il y avait certaines personnes qui étaient en capacité de générer beaucoup d'argent très vite et qui, dans les semaines qui ont suivi, n'avaient plus rien. Voilà. Yes, hyper intéressant. Moi, dans la continuité un petit peu de mon histoire, du coup, c'est très drôle parce qu'on a vraiment des vies très opposées. Donc moi, j'ai grandi avec de l'opulence et aussi une certaine sensation de manquer. Et en même temps, les personnes qui m'ont élevée sont ma mère et mon beau-père. Ils sont partis de zéro et ils ont aujourd'hui un statut qui est plutôt d'une famille aisée, on dira. Et en même temps, avec toujours cette sensation de courir après le nouveau projet, après l'augmentation en plus, et avec aussi, je pense, une forme de déresponsabilisation, parce que moi, j'ai toujours connu mes grands-parents qui étaient là pour nous aider, mes parents, en fait, j'ai toujours eu de l'argent. Pour moi, l'argent, ça n'a jamais été un problème à le générer. Et en même temps, j'ai pas toujours été très responsable vis-à-vis de cet argent. Et puis j'ai grandi dans une sphère très très loin du commerce. Moi, quand j'étais jeune, je me rappelle, quand j'ai passé le bac, de toute façon, je ne deviendrai jamais chef d'entreprise. C'est mort. Donc ça, je l'ai un peu raconté sur ce podcast. Mais donc, moi, mon déclic au niveau de l'argent, ça a été plutôt après 4 années. Donc je me suis j'ai le mot en espagnol qui me vient. J'ai fait des études dans l'économie quand même. On se dira, bon, pourquoi t'es partie là-dedans ? Mais c'était pour faire du développement à l'international, donc pour travailler avec des ONG et des institutions internationales et de faire de la coopération internationale. Et quand j'ai eu mon master, j'ai travaillé après pendant 4 ans. Très mal payée. Je suis partie après beaucoup dans du bénévolat. J'ai essayé de monter mes premières entreprises. C'était assez catastrophique pour moi de poser des prix, etc., parce que justement, j'avais eu aucune éducation financière, aucune responsabilisation vis-à-vis de l'argent. L'argent était même un peu vu par certains membres de ma famille comme très enfin, c'était très très lié à une énergie très du diable, très noire, très beaucoup de la manipulation, etc., et donc quand après des années à franchement beaucoup donner pour l'autre, à créer des projets avec de l'impact, avec du sens, je rentre en France parce qu'il y a le Covid et puis parce que c'était le moment pour moi d'entrer. J'étais là, ok, en fait ça fait 5 ans que je travaille comme une acharnée, j'ai toujours rien construit pour mon futur, et comment est-ce que je change la donne ? Et c'est là aussi où j'ai compris que c'était totalement lié à l'argent et aussi à la valeur que je portais à moi, au regard que je portais sur l'argent. Et c'est là où j'ai commencé à faire le chemin, et c'est là aussi où je me suis autorisée à me créer une vie où la liberté était aussi corrélée à une sécurité financière. Et ça, c'est quelque chose que moi j'aime beaucoup partager, c'est que beaucoup d'entrepreneurs cherchent une liberté avec leur entreprise, et en fait ils se retrouvent un peu dans une roue de hamster parce qu'ils n'ont aucune sécurité financière. Et aujourd'hui, c'est quelque chose sur lequel on se rejoint beaucoup avec Anaïs, avec 2 parcours totalement différents et une réalité encore actuelle très très différente. Je veux dire, la précarité financière, c'est has-been, hein. C'est plus de cette vibration de nouveau monde qu'on a envie de créer. Et du coup, je pense qu'on a vraiment besoin de commencer à s'éduquer au niveau de l'argent et à arrêter, enfin pas arrêter, mais à choisir de prospérer, parce qu'en fait, l'argent, et j'aimerais bien que tu nous en parles un peu plus, parce que j'adore quand on parle, mais l'argent, c'est un droit par naissance donné par Dieu, hein. C'est pas quelque chose qui ne vous est pas accessible. Oui.
En fait, je pense qu'il y a différents niveaux de choses à déconstruire, mais je tentais là d'écouter les différents enseignements que je vais transmettre. Par exemple, si on prend l'exemple d'un entrepreneur qui n'arrive pas à poser ses tarifs, qui propose des tarifs toujours trop bas, je le dis parce que je vois énormément de personnes autour de moi qui sont extrêmement talentueuses, expertes dans leur domaine, probablement parmi les meilleures expertes de francophonie. Ça fait souvent partie des personnes que j'accompagne, et malgré tout, quand je regarde les tarifs ne sont pas du tout à la hauteur des années d'expertise, de la qualité de l'accompagnement, etc., de la qualité d'écoute, etc., des résultats qui sont apportés aux clients. Ça, c'est lié à quoi ? C'est lié à un manque de confiance et d'estime de soi. Mais ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que c'est extrêmement important que les gens comprennent la notion de dette énergétique. Si vous vendez 20 € quelque chose qui en vaut 80, à la fin, vous créez du karma envers la personne qui est votre client. Ce karma, il va se retourner à un moment contre vous. Peut-être qu'au début, la personne, elle va se sentir tellement en dette qu'elle va acheter plein de choses chez vous. Mais il y a un moment, il va y avoir une dynamique de rejet. Et ça, énergétiquement, karmiquement, c'est extrêmement important d'en prendre conscience. C'est exactement la même chose quand vous achetez un produit au prix qui n'est pas juste, à un prix vraiment ridicule. Okay ? Parfois, dans le commerce, ils font des marges de 50%. Donc, quand on achète à moins 50%, c'est normal, en fait, c'est le juste prix. Mais c'est important d'avoir ça en tête en tant qu'entrepreneur, parce que quand vous avez l'impression de rendre service à la personne en face de vous, en acceptant son rabais, en faisant un prix pas trop cher pour être sûr qu'il y ait du monde, etc., en réalité, vous créez de la dette. Okay ? Et c'est extrêmement important de le savoir. L'autre façon de créer de la dette, c'est de dépendre énergétiquement et financièrement de personnes qui sont autres que vous. Donc, quand je dépends de l'État pour payer mon loyer, quand je dépends de l'État pour survivre, quand je dépends même de mes parents, au-delà de 18 ans, on va dire 25 ans après ses études, etc., quand je dépends même de mon conjoint ou de ma conjointe, ça se dit et ben je crée aussi de la dette énergétique. Ok ? Donc, pour moi, il y a une notion fondamentale à intégrer aujourd'hui pour éviter que ces dettes énergétiques détruisent les relations que l'on a, parce que c'est ça qui se passe au bout d'un moment. Parfois, ça met des années, mais parfois, maintenant, en quelques mois, le retour de karma arrive. Donc, c'est extrêmement important de comprendre déjà l'obligation de souveraineté financière avec laquelle on vient. On n'est pas venu sur Terre pour que les gens s'occupent de nous comme des enfants, alors qu'on est des adultes, en matière d'argent jusqu'à la fin de nos jours. Ok ? Une fois qu'on a dit ça, ok, je suis responsable financièrement, et en même temps, c'est vraiment une évidence pour moi, puis c'est quelque chose que j'ai vraiment ressenti là avec ce début d'année 2026, etc. Je ne sais pas si c'est le nouvel an chinois, la fin du cycle de 9 ans, etc. Mais j'ai vraiment ressenti que l'expérience qu'on nous propose aujourd'hui sur Terre n'est plus une expérience de souffrance, n'est plus une expérience de galère, n'est plus une expérience de précarité financière. Et qu'aujourd'hui, on a tous le choix. Alors ça, je vous le dis, bien sûr, ça peut être un peu provoquant pour la conscience, parce que énormément de ce qu'on vit est dirigé par notre subconscient. Donc si dans votre subconscient, vous avez des interdictions transgénérationnelles ou des interdictions subconscientes de générer de l'argent, forcément, ça peut être choquant. Mais en réalité, aujourd'hui, il y a tellement de façons de devenir libre financièrement. C'est infini. Je veux dire, il y a des gens, là je passais dans un magasin, c'est un magasin qui peint des skateboards. Je savais pas que ça pouvait exister en fait. Voilà, donc c'est un magasin, pignon sur rue, ils existent depuis plusieurs années, ça marche bien, ils travaillent qu'une seule partie de l'année, ils peignent des skateboards. Voilà, bon bah génial en fait. Je vous dis ça parce que tout est possible. Aujourd'hui on a la possibilité et le luxe de pouvoir créer de l'argent avec des choses qui nous passionnent vraiment. Donc ça, je pense que c'est important de le voir et de s'autoriser et de se dire que ça n'est plus difficile de faire de l'argent aujourd'hui, de créer de l'argent, mais au sens noble du terme pour nourrir votre propre souveraineté, pour assumer la responsabilité financière qui vous a été donnée quand vous êtes venu sur Terre, et que chacun soit responsable de lui-même. Ça fait aussi partie des enseignements que l'Human Design annonce qui vont arriver à partir de l'an prochain sur Terre. C'est une ère de responsabilité radicale dans tous les domaines. Ok ? En parallèle de ça, ce que je veux vous dire, c'est que de toute façon, au plan divin, vous êtes une âme qui n'est pas non plus venue sur Terre pour souffrir. Et que Dieu vous veut une abondance qui est infinie. Alors bien sûr, parfois, on traverse tous des choses qui n'ont pas l'air de ressembler à de l'abondance pour nous faire grandir, pour nous enseigner, pour nous transformer, si on tire les leçons, ok, on peut vraiment devenir une autre personne.
que je veux que vous reteniez par rapport à ça, c'est que selon moi, et c'est vraiment ce que je ressens, c'est qu'aujourd'hui, cette notion, on appelle ça comme on veut, d'abondance financière ou de sécurité financière, c'est quelque chose qui est dû au plan énergétique. Si on reprend les enseignements de la Bible, etc., il y a vraiment, en fait, Dieu est là pour nous aider à prospérer, à condition qu'on suive ses enseignements. Voilà. Donc, après, on applique ces enseignements comme ça fait sens pour soi, en fonction des religions, en fonction de si on appelle Dieu, l'univers, etc. Mais en réalité, sur Terre, si on a une forme d'intégrité et d'alignement énergétique, et qu'on suit des enseignements sacrés, qu'on est au service de sa vocation, qu'on a réglé ses blocages avec l'argent, en fait, les choses sont fluides. Et quand elles ne sont pas fluides, c'est que c'est important de continuer d'aller regarder. Je pense que c'est aussi important qu'on ait partagé nos parcours parce que justement, moi, je viens avec un lourd bagage. Et je sens aujourd'hui qu'à chaque fois que justement je suis allée observer en profondeur ces blocages, ces difficultés, ces croyances, même ces loyautés que je pouvais avoir vis-à-vis de l'argent, il y a quelque chose qui s'est débloqué pour justement avoir une vie. Et moi j'aime bien parler d'une vie riche de tout parce qu'au-delà d'avoir de l'argent, c'est aussi d'avoir de l'argent avec sa vocation sans y laisser sa vie personnelle, sa santé, son bien-être en fait. Tout ça, on a le droit d'avoir tout à la fois. Et moi je le vois aujourd'hui et je le sens, ça va devenir de plus en plus cristallisant. On le voit, il y a deux pôles qui se créent totalement de ceux qui suivent ces enseignements sacrés, sortent de la matrice, choisissent leur prospérité, leur intégrité, choisissent d'avancer, même avec des challenges. Et on se connaît suffisamment bien avec Anaïs pour savoir que toutes les deux on traverse des challenges. On parle pas depuis un espace de on a tout compris, on vit illuminé et on est et on n'est pas non plus challengé. Et en même temps, c'est aussi important de sortir de cette posture de victime, de cette posture où on s'irresponsabilise et on dit oui mais de toute façon c'est difficile, oui mais de toute façon machin bidule, truc. Revenons dans notre responsabilité et posons-nous les questions. Comment est-ce qu'aujourd'hui je redeviens acteur, je redeviens responsable, redeviens intègre dans ma relation à l'argent, dans mon entreprise? Parce que si je considère que c'est difficile aujourd'hui, c'est qu'il y a quelque chose qui est justement pas dans le sacré, pas dans l'organique, qui n'écoute pas le flot de la vie, le flux, ce canal de vie que l'on peut être, que l'on est. Et ouais, je pense que j'avais vraiment envie qu'on puisse témoigner aujourd'hui que c'est possible, que c'est pas idyllique, que c'est pas paillettes licorne, et qu'en même temps c'est possible. Et de vous inviter à continuer de faire le travail vis-à-vis de l'argent avec honnêteté. Et peut-être tu peux nous partager, toi, aujourd'hui, justement le travail nécessaire vis-à-vis de l'argent, parce que moi j'en vois beaucoup aujourd'hui. Il y a des choses, je me dis, est-ce que c'est vraiment utile de processus, enfin, je pense que ça peut être beaucoup plus simplifié de travailler avec l'argent que ce que l'on voit qui est prôné aujourd'hui. Oui, alors c'est vrai que ces dernières années, il y a eu beaucoup de choses autour de la manifestation. Alors ça, moi, pas forcément mon expérience, mais ce que je comprends des enseignements aussi plutôt divins, c'est que voilà, ce qui est écrit, ce que vous devez co-créer avec Dieu et co-créer avec Dieu, mais que la manifestation, c'est un peu une histoire qu'on se raconte. Donc moi, ça me parle plus du tout, en fait, ces énergies-là autour de la manifestation. Ça veut pas dire que je ne suis pas d'accord avec le fait qu'on est co-créateur et que justement tout le travail que l'on peut faire de libération du subconscient va bien sûr avoir un impact sur ce qu'on co-crée. Par contre, voilà, tout ce qui est trop ritualisé, etc., ça me parle de moins en moins, mais parce que je me sens plus dans une dynamique de foi. Et en même temps, ce qui me semble important de déposer aussi, et ce qui a peut-être été vu ces dernières années aussi dans l'entrepreneuriat en ligne, dans le coaching, c'est que y a eu un peu une course à l'argent et que les gens en sont redescendus pour différentes raisons, mais parce que c'est important pour moi. Il y a deux choses
et 2 paliers différents qui sont importants d'intégrer en matière d'argent. On a tous le droit à un minimum de sécurité financière et d'abondance financière pour réaliser nos rêves, pour réaliser notre mission, pour prendre soin de la famille qu'on veut fonder si c'est le cas, etc., pour contribuer à des projets auxquels on veut contribuer. Ça, c'est certain, parce que de toute façon, on va vers des structures sociétales où c'est plus la société qui va s'occuper de ça. Ce sera à chacun de s'occuper de lui-même et de son impact collectif. Et en même temps, l'argent n'est pas le but final. C'est juste un moyen. Donc, courir après l'argent, non. Par contre, le mettre au service de sa propre liberté, d'avoir une plus grande abondance de temps, d'avoir une meilleure santé, d'avoir des meilleures relations, de pouvoir se payer une thérapie, etc. Oui, ça me paraît une évidence. Donc voilà, peut-être rappeler que l'argent est un moyen, ça n'est pas un roi, ça n'est pas la recherche finale, c'est quelque chose simplement qui nous est dû et qui est un moyen pour nous de contribuer à ce qu'on vient contribuer sur Terre. Et je pense que c'est hyper important, et c'est hyper important de regarder et d'être honnête dans quelle posture j'ai été sincèrement vis-à-vis de ma recherche de prospérité. Parce que je sais que moi je suis allée vraiment dans les deux opposés. De toute façon, j'aime bien les opposés. Enfin, j'ai eu besoin de me construire avec les opposés, donc je suis allée très dans la manifestation, après très dans cette course à l'argent. Et je pense sincèrement que dans aucun des cas, on fait vraiment le travail nécessaire justement sur le transgénérationnel et sur le subconscient et sur le système nerveux, qui permet d'avoir une relation apaisée à l'argent, qui permet d'avoir à la fois un compte bancaire qui se remplit naturellement tous les mois parce qu'on partage notre mission, enfin ce que Dieu nous a demandé de partager comme vibration sur cette terre. Et de nouveau, Dieu sans religion, Dieu l'énergie créatrice. Et en même temps, d'avoir du temps, comme le disait Anaïs, pour ces vrais projets. Et ça, pour moi, c'est une vraie relation, enfin une relation à l'argent apaisée. Et je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de pourcentage d'humains sur cette terre avec une relation si apaisée. Et je pense que j'en suis encore en chemin. Donc... Oui, mais parce que c'est à un moment, moi j'avais ce niveau d'exigence quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat de je ne veux pas vivre dans l'insécurité financière, je veux de la sécurité financière, je ne veux pas me poser de questions en matière d'argent, en fait. Et c'est aussi comme ça que je suis rentrée dans ma vie professionnelle en tant qu'avocate. Je ne voulais pas me poser de questions en matière d'argent, en fait, non. Et à partir du moment où on a ce standard-là, bien sûr, j'ai aussi créé des business models ou développer des projets pour me permettre de vivre cette sécurité-là. Donc, par exemple, moi, j'ai choisi de développer ce niveau de sécurité de façon très claire et très consciente avec l'activité doTERRA dès 2019. J'ai fait ce choix parce que je voulais ce niveau de sécurité. Pourquoi ? Parce qu'en devenant entrepreneuse, j'avais conscience qu'on n'a pas de congés payés, on n'a pas de prévoyance, il n'y a personne qui va nous verser un salaire si on se casse le bras, si on se casse la jambe, si on a la grippe, si on fait un burn-out, si on doit s'occuper de notre mère, de notre père, de notre grand-mère, d'un enfant, etc. On n'a pas de congé maternité, ou quasiment pas si vous vous renseignez, ou en tout cas si, même chose, on a le standard de vouloir un congé maternité de peut-être 1 an, il n'y aura non plus pas grand monde pour vous aider. Donc, sans compter le fait que quand on est entrepreneur, notamment en début d'activité, en général, ça va être très compliqué d'avoir accès au marché locatif, ça va être extrêmement compliqué d'avoir accès à des prêts bancaires, etc. Et donc moi, c'était des choses que j'avais tout à fait conscience, auxquelles je ne voulais pas céder à ce système en fait, de précarité entrepreneuriale. Donc j'ai développé cette activité qui permet d'avoir des revenus récurrents, stables, qui augmentent à mesure qu'on augmente notre engagement dans cette activité et qu'on accompagne de plus en plus de personnes. Donc pour moi, c'était évident d'avoir ça et de continuer de développer mes activités vocations. Les deux sont des vocations, mais d'avoir, un système peut-être de coaching où, en fait, il faut quand même vendre régulièrement pour avoir un revenu. Si je m'arrête, a priori, ça va pas te chercher. Voilà, personne viendra me chercher, puis personne viendra me mettre une petite pièce si j'arrête. Alors que dans cette activité, c'est un revenu qui vous est versé, que vous soyez là, que vous soyez pas là, que vous soyez off, etc. Donc pour moi, c'est aussi cette notion de responsabilité financière que j'ai tout simplement appliquée au système entrepreneurial qui aujourd'hui en France est quand même extrêmement précaire. Et ce que j'observe, c'est que la plupart des gens, quand ils se lancent dans l'entrepreneuriat, n'ont pas intégré ce niveau de précarité. Et autour de moi, j'ai beaucoup de personnes actuellement, par exemple, beaucoup de femmes qui tombent enceintes et qui réalisent après être tombée enceinte, qu'elles ont besoin de ce niveau de revenu récurrent. Et moi, ça me paraît complètement lunaire. Parce qu'en plus, c'est des personnes qui avaient un projet d'enfant. Donc, c'était réfléchi. Et donc, je me dis,
comment on peut se mettre un peu au pied du mur dans ces cas-là pour se dire qu'en fait, ce qu'on va vivre, le système entrepreneurial tel qu'il est créé aujourd'hui en France, il ne va pas vous permettre de vivre souvent le congé maternité, le postpartum que vous voulez. Et c'est quand même dommage parce que je trouve que la responsabilité qu'on doit à nos enfants, c'est quand même aussi de leur offrir ça. Donc voilà, je pose ça là parce que je pense vraiment que c'est à chacun de se poser la question. Ah oui, d'accord, je suis en train de construire mon présent, mais qui construit mon futur ? Et qui gère le management des risques de ce qu'est être entrepreneur ? Alors parfois on a un conjoint, ok, très bien, mais du coup si le conjoint est plus là, ou si le conjoint lui-même il a des problèmes financiers à un moment, voilà, qu'est-ce qu'on fait ? Donc pour moi c'est vraiment ce niveau de responsabilité que j'invite tout le monde à se poser en fait. Yes, et c'est hyper intéressant parce que c'est justement tout ce... En fait, c'est quand j'ai rencontré Anaïs Lebrec que je me suis rendu compte que vraiment les extrêmes de la course à l'argent et de la manifestation ne m'offraient pas le niveau de liberté dont j'avais envie, parce que moi, un de mes leitmotifs, c'est vraiment d'être libre, en fait, d'être en paix. Parce que pour moi, la liberté, c'est vraiment d'être en paix, en sérénité, dans l'instant présent, sans être focus sur est-ce que je dois continuer de vendre le mois prochain, et si je ne vends pas le mois prochain, qu'est-ce qui va se passer dans 3 mois, qu'est-ce qui va se passer dans 6 mois. C'était assez intéressant. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai rejoint Anaïs dans l'aventure doTERRA il y a un peu moins de 2 ans maintenant, quasiment 2 ans, je pense. Il y a 2 jours, je parlais avec une personne, une coach qui est extrêmement... une coach à succès sur son marché, l'une des meilleures, et qui me disait « Mais pourquoi Cécilia, tu as démarré doTERRA ? En quoi ton insécurité, elle est là ?» Je dis c'est sûr que j'ai pas forcément d'insécurité dans 3 mois, dans 6 mois, mais en fait, j'ai une insécurité de... qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine si cette année j'ai pas envie de vendre du coaching ou j'ai envie de vendre autre chose. Là par exemple j'ai envie de ralentir sur mon offre signature qui était ma plus grosse source de rentrée d'argent. Donc je sais qu'il y a autre chose, je sais qu'il y a une réinvention qui est en cours. Et en même temps, de savoir que tous les mois, j'ai entre 2 et 3 000 euros qui tombent sur mon compte bancaire. Et donc, quoi qu'il arrive, en fait, mon train de vie est payé, enfin, mon lifestyle, ma maison, les croquettes de mon chat, que j'ai pas de préoccupation matérielle à avoir, en fait, je me dis, mais c'est banco. Et c'est ça qui m'a fait rejoindre ça s'appelle la liberté. Ouais. Oui, c'est ça. Parce que quand on est entrepreneur, on a des phases créatives, on a des phases où on a envie de ralentir, on a des phases où on doit se réinventer, il y a des phases où on doit pivoter notre entreprise. Si on est business coach et qu'on veut devenir thérapeute de couple, en fait, entre les deux, ça va passer en claquant des doigts du jour au lendemain. Donc, pour moi... à nouveau, c'est un niveau de responsabilité d'avoir en effet construit un flux de revenus récurrents pour se permettre d'avoir le luxe de pivoter, de se transformer, de faire une pause, de prendre 2 mois de vacances, d'avoir des projets, d'avoir une vie et d'être un être humain qui se transforme en fait. Donc, it's life also. Et donc, pareil, en fait, si on a compris l'essence de ce que c'est d'être entrepreneur aujourd'hui et de ce que c'est d'être être humain aujourd'hui, oui, il y a des processus de transformation qui parfois nécessitent d'être en retrait de son activité. Et la pire des choses, c'est de se sentir obligé de vendre des choses qu'on n'a plus envie de vendre, qui font plus sens pour nous. Et en général, ça fait des flops. Ou si ça fait pas des flops, ça fait une perte de sens. Parce que moi, ça n'a pas fait de flop, mais ça fait une énorme perte de sens qui est tout aussi désagréable qu'un flop. Et d'ailleurs, beaucoup d'entrepreneurs qui sont dans cette... qui mettent l'argent au-dessus de tout, l'argent roi, en fait, à chaque palier de chiffre d'affaires, en général, ils vont avoir une énorme crise de sens, jusqu'à ce qu'ils comprennent que le sens ne peut pas être à cet endroit. Pas uniquement, en fait, que l'argent peut être au service du sens, mais le sens ne peut pas être l'argent. Yes. En tout cas, je voulais aussi inviter toutes les personnes pour qui ça peut résonner, tout ce qu'on est en train de partager et qui ont envie de se créer une source sécure de revenus, de nous contacter, que ce soit Anaïs ou moi, pour qu'on puisse aussi vous partager l'opportunité d'affaires professionnelles avec doTERRA, justement, qui aujourd'hui a totalement transformé nos vies, parce qu'on a aussi accepté notamment de transformer notre relation à l'argent et de travailler là-dessus. Mais en tout cas,
vous êtes les bienvenus parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est continuer à vivre dans le Moyen-Âge que de ne pas s'offrir cette liberté, cette sécurité, cette relation à l'argent, parce que c'est de ça qu'on va pouvoir faire naître des enfants qui vont avoir des parents qui vont pouvoir être vraiment à l'écoute de leurs besoins, et c'est de ça qu'on va vraiment transformer le monde. Et je pense qu'aujourd'hui, si on a démarré l'activité qu'on a démarrée, c'est parce qu'on avait on avait de l'espoir, on avait une vision pour la société qu'on a envie de co-créer. Et je pense que c'est le moment d'en être à la hauteur en prenant des décisions, que ce soit via doTERRA ou via, comme tu disais, ouvrir un magasin pour peindre des skates. Hein, oui, après, c'est pareil. Si le gars, il peint pas ses skates, je pense pas qu'il y a du revenu qui tombe. Mais voilà, juste, je pense que c'est important. Et bon, j'avais envie de dire quelque chose, mais c'est parti. Mais oui, ma question, c'était imaginez, en fait, qui vous allez devenir si vous n'avez plus besoin, en tant qu'entrepreneur, de vous poser la question de c'est quand votre prochaine vente. Ressentez l'espace mental que ça libère. L'espace dans le corps de j'ai plus besoin de me poser cette question. Si j'ai envie de vendre à quelqu'un, eh ben je lui vends. Mais si j'ai envie de dire non à cette personne, je peux aussi lui dire non. Et ça ne change rien à ma vie. Et pour ça, en général, il y a besoin d'un minimum de sécurité financière parce qu'on est aussi très mauvais en vente en tant qu'entrepreneur et en tant qu'accompagnant quand on accompagne des personnes qu'on se sent obligé d'accompagner parce qu'on a des contraintes financières. Donc c'est même pour moi un niveau d'intégrité, de respect pour soi en fait, d'avoir cette liberté de choix. Alors pour certaines personnes, elles ont eu un héritage, très bien. Bon, encore faut-il aussi bien le gérer. Mais pour moi, la meilleure façon aujourd'hui de devenir libre et de se créer une sécurité financière, c'est de développer ce revenu récurrent qui n'est pas un revenu récurrent lié à des activités boursières ou crypto. C'est un revenu récurrent avec une énergie saine, alignée à des valeurs magnifiques, qui sont liées à quelque chose que vous avez construit et que vous allez continuer de toucher dans les mois et les années à venir. En tout cas, moi, j'adore développer cette activité. Et puis un truc aussi que je trouve que c'est une activité où on ne s'ennuie jamais, où il y a toujours de nouvelles choses à développer. Et je trouve que c'est aussi très intéressant parce que ça ouvre des parts d'estime et de revalorisation de soi sur plein de sujets différents. Et je trouve que enfin, en tout cas, c'est une merveilleuse, un merveilleux chemin d'évolution et de sororité et de soutien. En fait, tout ce qu'on souhaitait trouver quand on s'est lancé en tant qu'entrepreneur et on s'est retrouvé face à la solitude de l'entrepreneuriat, face à toutes ces questions vis-à-vis de l'argent, vis-à-vis des prix, vis-à-vis des offres. Et je trouve qu'au sein de cette activité doTERRA, justement, il y a plein de réponses à énormément de problématiques que rencontre l'entrepreneur. Donc voilà. L'offre, enfin en tout cas la proposition est sur la table, n'hésitez pas à nous contacter sur Instagram. Tu peux peut-être rappeler où les gens peuvent te contacter? Oui, vous pouvez me contacter sur Instagram, Cécilia mettra sûrement le lien sous la description, mais sinon si vous tapez Anaïs Lebrec, vous allez me trouver. Sur Facebook, Anaïs Lebrec aussi, et voilà. Et donc moi c'est Cécilia Germain, pareil, sur Instagram ou sur Facebook. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à l'Art de ta puissance. Je reviens dès la semaine prochaine justement pour parler un petit peu plus du marketing de réseau. Parce que donc doTERRA c'est une opportunité autour du marketing de réseau. Je vais recevoir Emily de Decker, qui est une leader qui a beaucoup développé l'activité doTERRA justement en Belgique. Et on va avoir une conversation autour de justement qu'est-ce que réellement le marketing de réseau, et c'est bien loin d'être ce que la plupart des êtres humains pensent parce qu'ils regardent TF1 et des super reportages qui racontent à peu près tout et n'importe quoi sauf la vérité. Donc je serais très heureuse avec Émilie de démystifier le marketing de réseau et de vous partager ce qu'est réellement cette activité professionnelle qui crée aujourd'hui le plus de femmes millionnaires dans le monde. Donc c'est vraiment c'est une activité, comme le disait Anaïs, qui va permettre d'avoir des revenus récurrents qui à un moment ne dépendra plus de vous. Donc vous pouvez être à la plage avec un breton en train de siroter des cocktails tous les jours et les chèques continuent d'arriver. Donc là, on parle que de doTERRA. Hein. Oui. Là, on ne parle pas de marketing de réseau en général, mais la récurrence et le plan de compensation doTERRA permet cette sécurité financière long terme que la plupart des autres marketing de réseau ne permettent pas. Et Émilie est aussi quelqu'un qui
à développer cette activité. Donc elle pourra vous en parler parce que je pense que c'est, à ma connaissance en tout cas, un des seuls marketing de réseau vraiment éthique et vraiment au service d'une liberté financière à long terme des personnes qui développent cette activité. Yes. Tout ça pour vous dire, si vous abonnez à l'Art de ta puissance, on aura ce super programme de la semaine prochaine, juste avant Pâques, donc avec une très belle énergie de renaissance pour tout le monde. Et puis moi, je vous souhaite une très très belle journée. N'hésitez pas à me taguer à nous taguer après avoir écouté cet épisode de podcast. Qu'est-ce que vous en retirez ? C'est quoi votre déclic par rapport à votre relation à l'argent ? Et ce sera quoi votre next step pour vous permettre d'avoir une relation à l'argent prospère, joyeuse et libre. Merci beaucoup, merci pour votre écoute, à très bientôt. Ciao ciao.